Bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour ce Mediapart Live. Nous poursuivons ce retour sur enquête avec un personnage qui bouleverse à la fois son pays et le monde et le reste du monde. Je veux parler du président américain Donald Trump. Il y a une semaine, il annonçait le retrait des 2000 soldats américains du nord-est de la Syrie, laissant les Kurdes à leur sort. Il a dit aujourd'hui à la Maison-Blanche, les Kurdes, ce ne sont pas des anges. Alors, un autre homme fort a profité de la situation. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a lancé une offensive provoquant le chaos et la terreur. Nous allons parler de cette situation avec nos invités. D'abord, Dorothée Schmidt, vous êtes spécialiste des questions méditerranéennes. Vous dirigez le programme Turquie-Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales. Vous avez notamment publié La Turquie en 100 questions aux éditions Taillandier. Gilles Doronsoro, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1. Vous êtes l'auteur de Syrie, de la Révolution à la guerre civile, édité par CNRS Éditions. Et enfin, à vos côtés, François Bonnet, journaliste à Mediapart. Alors, une semaine après le début de l'offensive turque, on a du mal à s'y retrouver entre les différents jeux d'alliance, entre les Kurdes, les Russes, les Turcs, les Syriens. Qui est le grand vainqueur, Dorothée Schmidt ? Quand vous avez parlé d'un homme fort, moi je pensais que vous alliez citer Vladimir Poutine, mais c'est vrai que c'est grâce à Tayyip Erdogan que Vladimir Poutine va encore gagner du terrain, probablement en Syrie. Oui, on a vu d'ailleurs un Russe hier parader dans une base américaine qui avait été vidée par les Américains, et ça a été vu comme étant vraiment le symbole d'un changement d'alliance et de puissance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les Turcs, qui se sont beaucoup isolés diplomatiquement depuis la tentative de coup d'État militaire de 2016, sont vraiment en train de se replier sur des intérêts nationaux très strictement définis, très étroitement définis. Il y a d'ailleurs aussi beaucoup de tensions à Chypre sur la question de partage des ressources gazières. Donc les deux obsessions traditionnelles turques que sont les Kurdes et Chypre sont revenues au premier plan. À mon sens, il y a une très forte part de déterminant intérieur dans la décision d'Erdogan de déclencher cette opération. C'est parce qu'il se sent fragilisé en Turquie qu'il a besoin d'une opération militaire à l'extérieur pour ressouder le paysage politique autour de lui. Donc la défaite, par exemple, au municipal, les défaites récentes de son parti pourraient expliquer cette espèce de fuite en avant ? La crise économique, la défaite au municipal, un sentiment de voir se construire progressivement une opposition, ce qui est quelque chose de tout à fait inédit depuis qu'il occupe le pouvoir en Turquie, et cette façon qu'il a de jouer de façon très, très clivante le paysage politique turc. Et aujourd'hui, le clivage, c'est turc contre kurde. Alors Gilles Doronsoro, puisqu'on parle aussi de la Syrie, il y a un autre homme fort, parce que là c'est vraiment la soirée des hommes forts, c'est Bachar el-Assad. D'une certaine manière, il est en train de, grâce notamment aux Russes, de pouvoir reconquérir une partie du territoire qu'il avait perdu. Alors oui, bien que la situation pour le moment soit encore assez confuse, c'est-à-dire que ce qu'on voit de manière assez certaine, c'est que près du canton d'Afrin, donc dans le nord de la Syrie mais à l'ouest, il y avait des zones intermédiaires entre le régime et la zone déjà occupée par les Turcs. Et ces zones-là sont en train de passer sous le contrôle du régime de Damas, apparemment, d'après ce qu'on sait. Par contre, pour le reste, c'est beaucoup plus confus, en fait. Parce que ce qu'on a, c'est la montée des zones du régime, donc de Bachar, vers les zones d'affrontement, plus au nord, à Saké notamment, mais d'autres régions aussi, en passant par les zones contrôlées par les Kurdes, mais sans qu'il y ait transfert de contrôle territorial. Donc pour le moment, c'est assez confus. Il est probable que le régime va réussir à gagner du terrain, mais il n'est pas du tout sûr que l'ensemble de la zone, aujourd'hui SDF, disons, passe sous le contrôle de Bachar. Et là, il y a une raison, c'est que l'armée syrienne est extrêmement faible, désorganisée, et que donc pour eux, c'est très compliqué de reconquérir du terrain. Surtout que l'État islamique, évidemment, est en progression depuis, non pas là quelques jours, mais quelques mois au moins, et que donc là, on a une instabilité générale. Donc Bachar comme homme fort, je serais un peu nuancé. François, une question peut-être sur... Moi, je voulais vous demander, parce que tout ça est sur la place publique depuis plus d'un an. Ça fait plus d'un an que Trump annonce qu'il n'a pas du tout l'intention de rester en Syrie et qu'il va retirer ses troupes. Et ça fait plus d'un an qu'Erdogan dit on ne tolérera pas
une sorte d'embryon d'État kurde syrien à la frontière, sans compter le cauchemar que serait pour lui une jonction, mais ça je vous interrogerai après là-dessus, avec le Kurdistan irakien. Donc comment vous interprétez le fait que tout le monde a l'air stupéfait par ce qui se passe, par le déclenchement d'une guerre qui est annoncée, programmée, préparée depuis à peu près un an? Je ne sais pas si on est stupéfait, on est catastrophé. On a eu une répétition de ça au début de l'année. On était dans le même état de sidération catastrophique. Le problème, c'est qu'on n'a pas de solution. Et on avait quand même un doute sur la réelle volonté des Turcs d'y aller aussi massivement et sur la façon, je pense, dont l'opération serait organisée. Alors évidemment, Gilles est beaucoup plus à l'aise que moi sur les questions militaires, mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est la façon dont les Turcs mettent en place une sorte de pseudo-armée de mercenaires à côté de leurs propres troupes. Et finalement, on a des acteurs aujourd'hui où l'armée peut-être la plus cohérente, ce sont les forces démocratiques syriennes d'une certaine façon. Puis si on admet qu'effectivement les forces de Bachar sont plutôt faibles, si on considère que du côté turc, il va être très difficile de maintenir la discipline entre ces différents morceaux de force, et d'ailleurs on voit que les exactions qui se multiplient sur des Kurdes choquent beaucoup l'opinion publique, finalement on va vers une vraie confusion, y compris militaire. C'est un peu, je crois, ce que disait aussi Gilles sur la difficulté à savoir ce qui se passe sur le terrain. Alors peut-être sur la continuité. En fait, il faudrait remonter plus haut. Il faudrait remonter à la politique d'Obama. Parce que Trump, alors nonobstant le style, il y a la brutalité, la vulgarité de Trump, mais je pense qu'il faut mettre ça un tout petit peu entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la décision fondamentale a été prise par Obama en septembre 2013, c'est-à-dire ne pas réagir aux attaques chimiques. Bon, à partir de ce moment-là, c'était fondamentalement plié. Les États-Unis avaient décidé de liquider l'insurrection syrienne. Au détriment d'abord des Syriens eux-mêmes, des Européens qui ont eu... Encore que, je ne suis pas sûr que les 1 million de réfugiés syriens soit forcément une mauvaise affaire pour les Européens. Mais en tout cas, immédiatement, avec un coup fort pour les Européens. Et Trump est complètement dans cette ligne. C'est-à-dire, c'est le retrait d'Afghanistan déjà programmé par Obama, c'est le retrait de Syrie. Alors pourquoi est-ce que c'est... pourquoi est-ce que ça paraît choquant? Ça paraît choquant parce qu'il y a une impréparation des États-Unis à leur propre retrait. Le problème, c'est que pour évacuer les bases américaines, il faudrait 2 à 3 mois, d'après les Américains eux-mêmes. Or, Trump a, à la suite d'une simple conversation téléphonique avec Erdogan, décidé de plier bagage. Mais sans préparation politique, ni même militaire, logistique de tout ça. C'est là qu'il y a quelque chose de très spécifique que n'aurait jamais fait Obama, par exemple. Il y a une atmosphère de crise, c'est l'impeachment à Washington, et il y a une incapacité à gérer même le court terme. D'où la panique actuelle et les menaces de sanctions un peu paradoxales contre la Turquie. Donc c'est ça. Je vous interromps, est-ce qu'il n'y a pas aussi Trump qui doit violenter son administration, en particulier le département d'État, qui n'est pas pour un retrait? Mais il a du mal à la violenter, c'est aussi ce qu'on aperçoit, c'est que finalement, son administration le rattrape. Oui et non, parce que sur l'Afghanistan, par exemple, Obama avait réussi à obtenir un retrait des militaires qui étaient absolument contre. Ça ne posait pas de problème si ça avait été politiquement préparé. Là, le sous-texte, fondamentalement, c'est que les gens qui profitent du retrait américain, c'est les Iraniens, les Syriens, les Russes, qui ne sont pas censés être fondamentalement des amis des États-Unis. D'où, évidemment, la position un peu difficile. Voire d'ailleurs les Israéliens, qui ne sont pas non plus, je pense, absolument très confortables avec l'idée qu'il n'y ait plus aucune limite au retour de Bachar. Donc je pense que c'est ça le problème central. Puis l'incapacité à se coordonner, même avec les Européens. Les Français ont des militaires, par exemple, en Syrie. Il n'y a pas eu, ils n'ont pas été prévenus. Ils ont fondamentalement appris par les médias que les États-Unis se retiraient. C'est là, je pense que là, il y a une dislocation même du fonctionnement interne des États-Unis. Alors, Donald Trump envoie des signes contradictoires, parce que lundi, il annonçait des sanctions à l'encontre de la Turquie. Il envoie son vice-président Mike Pence et son secrétaire d'État Mike Pompeo demain pour rencontrer Erdogan. Quelle est la marge de manœuvre des États-Unis face à la Turquie, Dorothée Schmitt? En tout cas, tout ça donne l'impression effectivement d'une espèce de gigantesque gaffe qu'on cherche à rattraper et des sanctions
mais assez bénignes, ont déjà été décidées. Et en fait, Trump maintenant est en train d'être dépassé par ses propres troupes, par les républicains qui ont pris l'initiative d'essayer de mettre en place un système bipartisan de sanctions contre la Turquie. Le problème, c'est que la Turquie, c'est un membre de l'OTAN très important. C'est le membre correspondant, si on peut dire, de l'OTAN au Moyen-Orient, qui fait déjà des siennes depuis quelques années. Vous savez qu'ils ont donc acheté des systèmes antimissiles russes qui ont commencé d'être livrés. Donc on avait déjà des tensions au sein de l'OTAN, qui est une organisation qui fonctionne fondamentalement au consensus, où il n'y a pas de mécanisme pour faire face à ce type de crise, hein, c'est-à-dire finalement un allié qui se conduit quasiment en ennemi, puisqu'il y a quand même eu apparemment des frappes non désirées contre des cibles américaines. Donc on est vraiment dans une gestion de crise pure, avec, si je comprends bien aujourd'hui, ce qui sort aussi, c'est le stock d'armes qui datent de la guerre froide, d'armes nucléaires qui sont en Turquie, sur lesquelles on a une alerte de dernière minute, comme on en a eu à différents moments de la crise syrienne d'ailleurs, ou au moment de la tentative de coup d'État militaire en Turquie. C'est-à-dire, vous pouvez préciser une alerte de dernière minute, c'est-à-dire il y a eu une alerte sur les forces... Ça veut dire que maintenant, on se dit qu'effectivement, il y a peut-être un danger, il y a une inquiétude à laisser des armements nucléaires stockés au nom de l'OTAN en Turquie, parce que finalement, on ne sait pas très bien comment va évoluer la relation politique avec la Turquie. J'ai le sentiment que Erdogan, aujourd'hui, a besoin d'être rassuré sur son statut d'interlocuteur majeur pour toutes les puissances de la planète. Bon, ça, de toute façon, c'est le syndrome qu'on a depuis assez longtemps. Donc aujourd'hui, être au centre du jeu avec effectivement le vice-président américain qui se précipite, Erdogan qui dit « je ne vais pas le recevoir, j'ai mieux à faire ». Vladimir Poutine qui va être en première ligne avec des troupes russes qui patrouillent pour finalement faire le tampon entre Bachar el-Assad et la Turquie. Tout ça est assez satisfaisant, mais c'est du court terme total. Et en tout cas, dans cette affaire, les dindons de la farce, de la façon la plus évidente, c'est quand même les Européens qui sont ceux qui ont le plus d'enjeux avec la Turquie en réalité, d'enjeux économiques, puisqu'on a vraiment une interdépendance économique forte, des enjeux sur la question migratoire avec Erdogan qui maintenant explique benoîtement qu'il va lâcher les réfugiés syriens, on ne voit pas très bien ce que ça signifie. Et puis, évidemment, la question du retour des combattants de Daesh également. Oui, justement, Gilles Domon-Soro, qu'en est-il ? Est-ce qu'on en sait plus sur le sort de ces djihadistes qui étaient retenus prisonniers par les Kurdes ? Alors d'abord, il y a des familles de djihadistes, des femmes, des enfants notamment, et puis il y a des djihadistes combattants. Les deux catégories sont un peu distinctes. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs centaines de personnes détenues qui avaient, à un titre ou un autre, fait partie de l'État islamique, qui ont été soit libérées, soit qui se sont échappées. Bon, la situation est confuse. Puis, franchement, les Kurdes ont autre chose à faire en ce moment. C'est quand même passablement désorganisé. Et de mon point de vue, l'effet immédiat va beaucoup plus être sur la Syrie que sur l'Europe. Parce que quand vous êtes du côté, disons, entre Raqqa et Manbij ou Raqqa et Assakieh, je ne vois pas comment vous allez facilement passer en Europe. Il faut rappeler que la Turquie a fait un mur, enfin un système, une espèce de mur, même si concrètement ce n'est pas forcément un mur physiquement, sur toute sa frontière. C'est-à-dire que les passages sont extrêmement difficiles. Quand des groupes du PKK sont passés, là, dernièrement, enfin, au moment où l'offensive turque a démarré, il y a quelques groupes du PKK qui sont passés, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc on peut dire que c'est des gens qui, pour le moment, sont bloqués entre la Syrie et l'Irak. Et probablement, c'est là qu'ils vont rester, parce que l'État islamique est en train de réémerger comme groupe majeur. Donc je ne pense pas qu'il y ait une menace immédiate contre la sécurité européenne à grande échelle. Ça peut arriver pour un ou deux individus, mais ce n'est pas quelque chose de massif. Il ne va pas y avoir une remontée comme ça de une caravane de centaines de militants de l'État islamique. Ça ne paraît pas très probable. François, une autre question ? Non, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit. D'abord, ce que ça signifie pour l'OTAN, parce qu'on est dans une situation quand même totalement invraisemblable. Et est-ce que ça nous démontre ou non l'obsolescence de l'OTAN, que d'avoir la Turquie, deuxième armée de l'OTAN, après les États-Unis qui agit contre tous les intérêts de l'OTAN et se retrouve presque dans une position d'ennemi.
Ça, c'est ma première question. La deuxième, j'allais dire, c'est une question plus peut-être complotiste, mais on sait que Trump aime bien faire des deals. Il y a ce que vous avez évoqué, le système anti-aérien et anti-missile acheté par la Turquie aux Russes. C'est une ligne rouge absolue pour les États-Unis. J'ai relu là, dernièrement des auditions devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, où il y a à la fois des grands diplomates et des grands militaires, et qui disent dans des termes quand même très très violents, il est hors de question d'accepter ça. Il est hors de question d'accepter que la Russie équipe en système anti-aérien, anti-missile, la Turquie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils n'auront pas accès au F-35, qui est l'avion de chasse américain de la nouvelle génération, etc. Et on ne peut pas accepter ça, puisque ça introduirait au cœur du système de défense de l'OTAN un système d'armes ennemi, conçu ou perçu comme ennemi, qui en plus est un des plus performants au monde. Donc ma question c'est, est-ce qu'il pourrait y avoir un deal, comme adore faire Trump, en tête-à-tête avec Erdogan, sur on se retire, on baisse un peu les yeux sur ce que vous faites en Syrie, et vous revenez sur ce marché d'armement qui non seulement nous détruit l'OTAN, mais menace notre sécurité. Qui veut répondre? Je crois que non, mais... si je peux me permettre, vous surrationalisez Trump. C'est-à-dire que vous m'auriez expliqué ce deal avec... Il n'est pas si irrationnel que ça. Il fait des mouvements qu'on juge irrationnels, mais in fine, il arrive parfois où il veut aller. Surtout qu'il pourrait avoir eu cette idée dans un deuxième temps. Oui, parce que cet après-midi, on s'interrogeait sur les incitations, les systèmes de pression ou d'incitation pour avoir les États-Unis. Et on se disait, mais peut-être qu'après tout, réintégrer les Turcs dans le F-35, ça serait une manière de... Sauf que pour moi, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce que le marché est conclu. Et que donc, il n'y a pas plus seulement moyen parce d'arrêter... que les Turcs sont en Syrie et qu'aujourd'hui, on en est aux sanctions, on n'est plus aux incitations. Et faut même voir que là, ce qui s'est passé là, puisque apparemment le ministère de la Justice américain relance l'enquête sur la Halkbank, etc. Bon, c'est-à-dire le fait que des proches d'Erdogan, par l'intermédiaire de cette banque, ont contourné les sanctions contre l'Iran, donc en vendant du pétrole iranien. Bon, ça, c'est clairement un signe politique. C'est pas par hasard que ça s'est fait. On l'a appris hier, je crois, ou avant-hier. C'est directement une conséquence. Donc là, c'est une enquête qui risque vraiment de taper au cœur du système d'Erdogan. C'est pas du tout le genre de choses qu'on fait si on prépare un accord ou quoi que ce soit. Je pense aussi qu'il faut bien voir que s'il y avait eu un accord, ça aurait dû être... C'est pas Trump tout seul qui aurait cette idée-là, parce que je pense qu'il ne situe pas complètement la Syrie sur une carte. Et ce n'est pas une plaisanterie de ma part. Non, mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Donc ça veut dire qu'il y aurait des gens à l'intérieur, et quand on sait que le Conseil national de sécurité américain a vu la moitié de son personnel licencié, que la diplomatie est dans un état absolument catastrophique, c'est les instruments même de contrôle de la politique qui sont en train de partir en morceaux, là. C'est vraiment gravissime. Il n'y a pas de cas historique, je pense, au XXe, XXIe siècle de quelque chose comme ça. Merci. Alors, ce sera le mot de la fin de cette première partie. On va continuer à parler de Trump. François, tu vas rester avec nous. Merci Dorothée Schmitt et merci Gilles Doronsoro. Alors, pour comprendre un peu le climat actuel aux États-Unis, j'ai choisi pour vous une vidéo, une parodie. Vous allez voir tout de suite et on va être vraiment dans l'ambiance. Trademarks in China, sexual harassment like grabbing vaginas, spilling intel, putting spies at risk, obstructing justice. He's a thug, he's a crook, he's a president. Crime after crime,
When he's gone, will the book they will draw ahead? Crime after crime. He's insane, narcissistic, can't help himself. Crime after crime. When he falls, will the cops, they will be waiting. Crime after crime. Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails. If Russia, if China, if someone else offers you information on an opponent, should they accept it or should they call the FBI? I think you might want to listen. China should start an investigation into the Bidens. Siding with Putin instead of the CIA, reducing his debt load by demanding lower interest rates, secret servers to hide his quid pro quos, hosting summits at Mar-a-Lago. He's a con man, a crook, that's our president. Crime after crime, pardons dangled to White House aides to break the law. Grammar mangled, he's a grifter, a crook, that's our president. Crime after crime, he's insane, narcissistic, can't help himself. Crime after crime, when he falls, will the cops, they will be waiting. Crime after crime, 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 crime after crime. Verra-t-on le président Donald Trump derrière des barreaux? Ça, c'est pas encore joué. Nous avons été rejoints par Corentin Célin. Vous êtes professeur agrégé d'histoire et co-auteur du livre Les États et le monde 1823-1945. Alors, nous assistons depuis plusieurs semaines à un déferlement d'accusations à l'encontre de Donald Trump. Des accusations qui ont relancé la procédure dite d'impeachment. Alors, François, peux-tu nous expliquer ce qu'il en est et que reproche-t-on à Donald Trump et pourquoi cette procédure a été relancée? Alors, la procédure d'impeachment, même pour la résumer, il faudrait plusieurs longues minutes. Donc, on va faire très rapide. C'est d'abord une commission d'enquête à la Chambre des représentants qui peut être poursuivie par un embryon de procès au Sénat, s'il y a une majorité des 2/3. On n'en est jamais arrivé jusque-là, même sous Nixon. Nixon avait démissionné avant que la procédure d'impeachment, au moment de l'affaire du Watergate, était parvenue au Sénat. Il avait démissionné juste avant, si je me souviens bien. Voilà, donc c'est une procédure très complexe. L'enjeu n'est pas tellement de savoir si l'impeachment va aboutir ou pas aboutir. L'enjeu, c'est on est dans un système présidentiel et une fois de plus, on découvre la puissance incroyable de contre-pouvoir au Congrès et en particulier de ces fameuses commissions d'enquête qui ont des droits d'interrogatoire et de convocation des gens qui, pour nous, ça semble extravagant dans, je dirais, dans notre démocratie française aussi atone qu'on la connaît. Alors, pourquoi c'est un coup de téléphone de Trump au président ukrainien Zelensky, dans lequel Trump dit explicitement, puisque tout ou partie du script a été rendu public, dit explicitement à Zelensky, faites-moi une faveur, et là les mots pèsent lourd, faites-moi une faveur, ouvrez une enquête sur les Biden, Joe Biden, son principal challenger à la prochaine présidentielle l'an prochain, s'il emporte les primaires démocrates. Enquêter sur les Biden, enquêter sur le fils Biden, qui est administrateur d'une société gazière pour laquelle il est rémunéré parfois jusqu'à $50 000 par mois, à peu près sans rien faire. Alors juste, François, on a choisi un discours d'un meeting de Donald Trump. Justement, il évoque le fils Biden. On écoute. Loser. And your father was never considered smart. He was never considered a good senator. He was only a good vice president because he understood how to kiss Barack Obama's ass.
True? Thank you. Thank you. It's true. It's true. Alors, Corentin Célin, quand on regarde la campagne en ce moment, et notamment les meetings de Donald Trump, ils sont marqués par une violence extrême dans le vocabulaire. Qu'est-ce que ça dit de l'état actuel du débat politique aujourd'hui aux États-Unis ? Ça dit deux choses. D'une part, ça dit que Donald Trump, qui a fait toute sa vie politique, qui est relativement courte, depuis 4 ans à peine, depuis 2015, sous le signe de la violence verbale, il ne faut jamais oublier qu'il lance sa campagne en 2015 en traitant les Mexicains de violeurs, par exemple, et un mois après en remettant en cause le passé de prisonnier de guerre de John McCain. Aujourd'hui, ça montre que cette violence verbale a franchi un cap, parce que sans doute il est plus atteint qu'il ne voudrait le dire par cette affaire d'impeachment sur l'Ukraine, pour une raison, par rapport à ce que rappelait François Bonnet, c'est que il a lui-même fourni la pièce qui permet de l'incriminer. En effet, il faut rappeler qu'au départ, dans cette affaire ukrainienne, on a on entend parler d'un lancement d'alerte, d'un lanceur d'alerte du renseignement. On ne sait pas de quoi il s'agit. Et Trump, parce qu'il pense qu'il est le plus fort et parce qu'il pense qu'il est justement, il va montrer la puissance présidentielle, il décide de publier un compte-rendu de la conversation avec Zelensky qui était évoqué tout à l'heure. Et ce compte-rendu, malheureusement, il établit qu'il a bien demandé une faveur sur les Biden. Donc depuis, on le sent beaucoup plus atteint, et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus violent. La deuxième chose, c'est qu'on voit un Donald Trump, et on le voit là par rapport à Biden, qui est absolument prêt à tout maintenant pour conserver son pouvoir. En plus de la violence, depuis plusieurs semaines, on note sa volonté de disqualifier complètement ses adversaires, mais de les disqualifier par avance. Encore aujourd'hui, il a tweeté en disant aucun des démocrates que vous avez vus hier soir ne mérite d'aller à la présidence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de disqualifier, et par l'injure, les opposants. Et ça aussi, sans doute, ça traduit aussi un agacement, ou en tout cas un énervement par rapport à une situation d'impeachment, je le répète, qu'il a rendu compliquée aussi de son propre fait. Alors lui évoque ce qu'il appelle witch hunt, une chasse aux sorcières. François, tout part de l'Ukraine. Alors pourquoi ce pays occupe-t-il une place si particulière ? Parce que, traditionnellement, l'Ukraine, ça a été la tirelire des partis politiques américains, et en particulier du Parti républicain. Ils ont tout le temps fait du business, de l'affairisme et de la corruption en Ukraine, et des campagnes électorales. Un cas type, c'est Paul Manafort, directeur de campagne de Trump, qui avant était le conseiller politique de l'épouvantable président ukrainien, qui a été renversé en 2014 lors de la grande révolte populaire, ce qu'on avait appelé la révolte du Maïdan, qui était soutenue par les Russes. Et le conseiller de ce président était Paul Manafort, qui a touché 14 millions de dollars, qui est en prison aujourd'hui, puisqu'il a dissimulé ces 14 millions de dollars. Mais bien avant, ça remonte à très loin, il faudrait plonger dans le poids politique de ce qui s'appelle le Congrès ukrainien américain, qui a été créé après la guerre, qui n'a cessé de monter en puissance, avec des gens qui étaient à la fois, qui avaient la double nationalité, américaine et russe, et qui sont entrés en politique. Il y a énormément de monde. Donc l'Ukraine était, du temps de l'URSS, une sorte de porte d'entrée vers l'URSS, pour rencontrer des gens, des dirigeants, organiser des trafics, qui on retrouve, c'est étonnant, on retrouve dans l'histoire Giuliani. Parce que cette affaire est passionnante, pourquoi ? À la différence, j'allais dire, de l'ingérence russe de 2016. Elle est passionnante parce que là, on est bien mieux qu'un film américain, on est dans une réalité américaine qui nous raconte la fusion du crime, de la politique et de l'affairisme. Et un personnage qui incarne ça, c'est un ami de toujours de Donald Trump, de 30 ans, comme disaient Balladur et Chirac, c'est un ami de 30 ans, qui s'est accoquiné avec des mafieux ukrainiens, pour le dire vite, qui du reste aujourd'hui sont sous le coup de double poursuite, comme les Giuliani. Giuliani est sous le coup d'une double poursuite. Celle de la commission d'enquête parlementaire, mais la justice fédérale qui vient de le poursuivre pour avoir dissimulé ses affaires à l'étranger. À nouveau, avec un oligarque ukraino-russe. Donc on est là dans une situation qui, pour Trump, moi, me semble quand même
extrêmement dangereuse, puisqu'on voit tout un monde surgir qui est celui de l'argent du crime finance de la politique. Pour quelle contrepartie? C'est des contreparties ou bien de business ou bien politiques. Alors on évoque Rudy Giuliani, il est passé quand même depuis les attentats de 2001, on se souvient qu'il était maire et qu'à cette époque il avait le statut de héros et aujourd'hui le héros est tombé de son piédestal d'une certaine manière, Corentin Célin. Oui, alors il faut toujours rappeler, parce qu'il a effectivement toujours cette image très flatteuse et sans doute méritée du maire de New York au moment des attentats qui a su apporter le réconfort nécessaire à ses concitoyens, mais son image était déjà beaucoup écornée, puisqu'il avait été candidat lui-même à la présidentielle, on l'oublie souvent en 2008, qu'il était à un moment donné le grand favori, il avait fait une campagne absolument désastreuse, très, très coûteuse, mais désastreuse, et dans laquelle beaucoup des conseillers qu'il avait recrutés s'étaient quand même inquiétés déjà à l'époque de sa j'allais dire compétence pour le poste qu'il briguait. Ça a beaucoup écorné son image. Et par la suite, il faut aussi rappeler qu'avant même l'émergence de Trump, Giuliani s'était livré à des sorties, en particulier sur l'islam, des sorties extrêmement provocatrices. C'était devenu un contributeur régulier éditorialiste sur Fox News. Donc c'est quelqu'un dont l'image était déjà très, très écornée, au moins pour une partie des États-Unis. Ce qui est intéressant par rapport à Rudy Giuliani vis-à-vis de Trump et du point de vue de Trump, c'est de savoir si Trump pourra refaire le coup de l'ingérence russe. Parce que dans l'ingérence russe, il avait aussi, on l'a vu, un avocat privé qui est Michael Cohen, qui est aujourd'hui en prison, qui faisait son sale boulot et qui finalement a payé à la place du boss. Est-ce qu'il peut faire la même chose avec Giuliani? Alors justement, on a eu une passe intéressante ce week-end, parce que Trump a semblé tout à coup, comme on dit de manière assez affreuse en américain, on dit il a jeté sous le bus en disant je ne sais plus si c'est mon avocat. Donc le président Trump a eu une crise d'amnésie. En même temps, ils ont déjeuné ensemble. Voilà, mais le lendemain, justement, parce que le soir même, Giuliani lui a envoyé à la presse en disant si, je suis bien son avocat. Et dès le lendemain, Trump était revenu à de meilleurs sentiments, tweetait qu'il était son avocat et déjeunait ensemble. C'est pour ça que cette relation entre les deux hommes, c'est une relation atypique. C'est pas Trump et ses habituels conseillers ou ministres. Là, on a une relation qui est très vieille, qui remonte dans les années 80, quand Giuliani était procureur à New York, qui voyait passer des dossiers immobiliers et que dans ces dossiers immobiliers, il lui arrivait de croiser Trump. Bon, donc c'est une vieille relation. Donc il y a une sorte de dépendance. Chacun est interdépendant, dépend de l'autre et des horreurs qu'il peut faire. Et vraiment, moi, j'insiste là-dessus. Là, on est, si vous voulez, pour les gens qui ont vu le film Little Odessa de James Gray il y a quelques années, c'est de la gnognotte à côté de ce à quoi on assiste, si je peux me permettre. On assiste vraiment à de l'affairisme, voire du crime à grande échelle. Les trois hommes d'affaires ukraino-américains qui sont convoqués devant la commission d'enquête, 2 sont déjà arrêtés et en prison parce qu'ils sont sous le coup d'une enquête fédérale. Sont quand même 3 personnes qui ont organisé de la corruption du Parti républicain sous prétexte de financement. Comme contrepartie, c'était obtenir des licences d'exploitation de marijuana dans un certain nombre d'États, au Nevada, au Colorado, etc. On est dans un truc très lourd où là, on risque... voilà, je pense que c'est ce qui explique la panique de Trump actuellement. Corentin Célin voulait réagir. Alors oui, sur Giuliani, effectivement, donc justement, je voulais en venir là, il semble avoir plus de poids vis-à-vis de Trump, puisqu'on a vu Trump revenir immédiatement à de meilleurs sentiments envers lui. Mais je voulais ajouter une chose, c'est que dans leur relation, il y a quelque chose qui est très important, c'est que Giuliani est aussi le producteur, le fournisseur de Trump en théorie du complot. Et ça, c'est très important. Ouais. Parce que si Giuliani est nommé en diplomatie privée, parce que c'est ça le vrai problème, c'est que le président a envoyé en parallèle de la diplomatie publique officielle du département d'État, il a envoyé Giuliani en Ukraine pour aller chercher, ce qu'on dit aux États-Unis, du dirt, du sale sur les Biden. Et donc, il a mis, après, l'appareil d'État au service de cette diplomatie privée et parallèle. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi ils font ça ? Parce que Giuliani a réussi à mettre dans le cerveau de Trump que en Ukraine, non seulement il y avait du sale à trouver sur Biden, et ça il le savait grâce à ses contacts d'affaires en Ukraine, mais qu'il y avait aussi sans doute quelque chose à chercher
sur quelque chose qui obsède Trump, c'est-à-dire sur l'origine de l'enquête Mueller, pourquoi on m'a persécuté pour l'ingérence russe, et Giuliani est arrivé à lui mettre dans la tête qu'en fait c'était parti d'Ukraine et que c'était un coup des démocrates en Ukraine. Et c'est pour ça, et ça c'est très important, parce que Giuliani a déjà eu ce rôle auprès de Trump. Giuliani a été procureur général, il avait ses contacts au FBI, et il ne faut pas oublier que Giuliani, à la fin de la campagne 2016, c'est lui qui vend à Trump l'idée que le FBI est en train de fomenter quelque chose contre lui. Donc, il a un rôle aussi, il souffle à l'oreille du prince et il lui souffle toutes ces théories conspirationnistes. Et c'est sur la base d'une de ces théories conspirationnistes qu'ils partent dans leurs aventures en Ukraine. Et là où ça devient un problème constitutionnel et légal, c'est qu'il y a de la diplomatie privée à côté de la diplomatie officielle et qu'à partir d'un moment, on demande à des ambassadeurs, on demande à des diplomates officiels de se mettre au service de M. Giuliani qui n'a aucun pouvoir autre que celui que lui a conféré en privé le président. Et là, ça devient très grave. Et c'est ce qui est en ce moment observé par la Chambre des représentants lors des auditions. Si je vous entends, enfin si je vous écoute, on va assister à une campagne électorale épouvantable. C'est-à-dire que je pense que bon, d'abord, l'impeachment et le travail de la commission d'enquête va se poursuivre. Quand même, les 3 semaines d'audition viennent confirmer, compléter, enrichir tout ce qu'avait été la complainte du lanceur d'alerte. Tout est confirmé et on a bien plus de détails. On s'aperçoit que la diplomatie parallèle dont vous parliez était pratiquée à une échelle invraisemblable et vraiment incroyable, jusqu'au limogeage de l'ambassadrice américaine à Kiev, etc. Donc ce travail-là, en termes politiques, va quand même être dévastateur pour Trump. Et puis parallèlement, il y a la justice fédérale qui est saisie de l'affaire. Sur le cas de Giuliani et sur le cas des fameux hommes d'affaires qui, à un moment ou un autre, ont tous été en contact avec Trump. Tous. Giuliani, il a fait récemment des affaires. Il était le lobbyiste, même s'il s'en défend, il était le lobbyiste d'un grand homme d'affaires ukraino-russe à Kharkiv. Et cet homme d'affaires, c'est celui qui avait négocié avec Trump, dans les années 2000, la possibilité de construire une Trump Tower à Moscou. Donc, on risque de voir surgir, dans le cadre d'une enquête fédérale, et ça peut aller très vite, les coulisses affairistes. Et là, ça va être autre chose que l'histoire de l'ingérence russe. Alors, mais ce qui confirme, mais avec deux bémols, et j'allais dire 2 verrous de sécurité pour Trump. Ouais. Premier verrou de sécurité, par rapport à l'enquête de la justice fédérale, il ne faut pas oublier que le ministère de la Justice considère, mené par Barr depuis le début d'hiver dernier, Barr, ministre de la Justice actuel, dont Trump voulait faire son avocat privé originellement, ça il ne faut jamais l'oublier. Donc il est ministre de la Justice et qui a décidé que le président avait une immunité judiciaire qui lui était accordée non pas par la Constitution, non pas par une loi, mais par un règlement, par une circulaire du ministère de la Justice qui n'a jamais été, j'allais dire, testée devant la Cour suprême, devant les tribunaux jusqu'à la Cour suprême. Et donc, premièrement, le président, selon cette circulaire et que le ministre de la Justice croit comme bonne, le président ne peut pas être poursuivi par la justice fédérale. La deuxième chose, par rapport au Congrès, on en a dit un mot, c'est que même si la Chambre, à majorité démocrate, votait l'impeachment, et donc on arrivait au procès en destitution au Sénat, pour arriver à la destitution, il faut les 2/3 des sénateurs, 67, ce qui veut dire avec la majorité républicaine actuelle qu'il faudrait 20 sénateurs républicains. Ne rêvons pas. Dans quelles circonstances pourrait-on... Non, bien sûr, mais voilà. Je trouve l'enjeu, il est celui de révéler, c'est-à-dire de rendre public. Et c'est pour ça que comme c'est une histoire beaucoup plus simple que l'ingérence russe, à laquelle à la fin plus personne ne comprenait rien, là c'est vraiment une histoire de film américain. Les mafieux, les politiques, l'affairisme. Et justement, oui, et ce qui tranchera, ce sera justement l'élection. Et c'est pour ça, parce qu'en fait, comme il va y avoir les 2 verrous que j'évoquais, ouais. la seule épreuve de vérité maintenant, c'est l'élection. Et en fait, il y a 2 récits qui se font face. Il y aura le récit des démocrates qui espèrent prouver par leur enquête, peut-être appuyée par l'enquête fédérale, l'étendue de la corruption de Trump et dire « vous ne pouvez pas décemment redonner 4 ans à ce type-là ». Et en face, vous avez Trump qui, lui, se sert de l'élection pour essayer de faire basculer un maximum de gens dans son récit, dans sa théorie du complot, c'est-à-dire « ils sont tous contre moi, aidez-moi, c'est à l'aide, on m'assassine ». C'est vraiment ça en ce moment. On veut vous voler votre vote, voilà, on etc. veut vous voler votre victoire. Et donc, l'élection sera d'autant plus dure et tendue que c'est elle qui, seule, peut déterminer, peut trancher finalement.
Merci à vous deux. Alors, François, tu évoqué un film américain, je pense que c'est une série, donc on aura l'occasion de vous réinviter tous les deux pour parler de nouveaux développements. Il y a plein d'autres films là-dessus. Exactement. Mais... Alors, c'est un Mediapart Live se poursuit.